Bienvenue dans cette série spéciale d'épisodes intitulée La Bulpéda. Ce mois-ci, le thème abordé met en lumière une réflexion approfondie menée au sein du réseau à l'occasion d'une rencontre du comité pédagogique. Mais qu'est-ce que le comité pédagogique ? Les petites canailles ont fait un choix audacieux en créant un espace collectif dédié à la réflexion pédagogique. Chaque mois, 10 directrices et coordinatrices se réunissent pour réfléchir ensemble sur un sujet précis, définir des principes communs et concevoir des supports variés afin de diffuser ces idées auprès de l'ensemble du réseau. Ce processus, selon moi, reflète parfaitement l'intention des petites canailles. Ne pas se contenter d'annoncer une pédagogie, mais faire en sorte qu'elle soit réellement appliquée sur le terrain au quotidien. Ce podcast fait partie des outils créés dans ce cadre, en plus d'affiches, de flyers, de réunions et d'articles de blog, avec ce même objectif d'éclairer les pratiques, d'inspirer des réflexions et peut-être même prolonger le débat au-delà de cet épisode. Petite commission. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une bulle pédagogique autour d'un sujet qui peut sembler contre-intuitif, mais qui touche au cœur même de notre métier. La période de familiarisation, appelée aussi période d'adaptation, et ici plus précisément la familiarisation en présence du parent, c'est-à-dire sans séparation. Dès le départ, il est essentiel de comprendre que l'intention de cette période n'est pas seulement d'introduire l'enfant dans un nouveau lieu, mais bien de lui proposer un maximum d'expériences positives. Chaque moment partagé, chaque rencontre, chaque découverte est pensée comme une pierre ajoutée à l'édifice de sa sécurité intérieure. Nous préconisons bien sûr une durée assez longue et posée pour permettre une imprégnation réelle, mais l'essentiel n'est pas la longueur en elle-même. C'est en fait la qualité des temps vécus. Même si la disponibilité d'un parent ne permet que quelques jours de familiarisation, nous partons du principe que cela se passera bien parce que dans ce temps-là, l'équipe s'engage à créer une accumulation d'expériences positives. L'important est de ne jamais faire sentir à une famille qu'elle échoue dans cette étape dès le démarrage, mais bien de composer avec ses impératifs sincères et de faire en sorte que chaque minute partagée soit nourrissante, sécurisante pour tout le monde. Dans la plupart des structures d'accueil collective ou non d'ailleurs, la familiarisation s'organise autour d'une séparation progressive entre l'enfant et son parent. On imagine souvent que c'est en vivant petit à petit cette séparation que l'enfant apprend à se détacher, à s'adapter et à devenir autonome. Mais accueillir un enfant sans le séparer de son parent dès le démarrage, c'est une autre approche. Une approche, je crois, plus douce, plus exigeante, mais profondément juste. Alors c'est vrai, au départ, l'idée étonne. Certains la trouvent même radicale. Comment l'enfant va-t-il apprendre à vivre avec son parent si celui-ci reste présent ? Pourtant, chaque fois qu'on la met en œuvre, et pour moi ça fait bientôt 20 ans que j'accompagne des équipes dans cette pratique, on constate le même effet. Les pleurs diminuent, la confiance s'installe et les liens entre famille et professionnels se renforcent. Depuis 5 ou 6 ans, les demandes en formation sur ce sujet et de journées pédagogiques d'ailleurs autour de cette approche se multiplient. Les habitudes changent, les attentes des parents évoluent et les professionnels cherchent à ajuster leurs pratiques pour rester cohérents avec les besoins réels des enfants. Alors, cette proposition ne part pas d'une simple intuition. Même si elle paraît de tout temps un peu innovante, elle ne part pas non plus d'une préférence personnelle. Elle repose sur une compréhension solide du développement de l'enfant nourrie par la théorie d'attachement. Les travaux de John Bowlby, Mary Ainsworth ou encore Donald Wood Winnicott nous rappellent que l'exploration ne peut se faire que depuis un socle de sécurité. Et ce socle, pour un tout petit, c'est la présence de sa figure d'attachement principale. L'enfant explorera
d'autant mieux son nouveau lieu de vie parce qu'il sait qu'il peut revenir à sa base à volonté, parce qu'il se sent attendu, parce qu'il se sent contenu. Pour s'éloigner les premières fois, il a besoin de savoir qu'il peut revenir. Pour explorer réellement, il a besoin de se sentir accueilli par un adulte en confiance. La raison pour laquelle l'adulte, en tout cas le ou la professionnel, qui va devenir cet adulte en confiance, cette figure d'attachement relais, a aussi besoin de ce temps pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir rencontrer cet enfant dans de meilleures conditions. Admettons-le, pour nous professionnels de la petite enfance, il est bien plus simple de faire connaissance avec un enfant qui explore en sécurité. Ainsi, familiariser, ce n'est pas détacher, c'est ancrer. C'est offrir à l'enfant un repère stable qui lui permet de s'ouvrir au monde en confiance. Mettre en place une familiarisation sans séparation, c'est changer radicalement notre posture professionnelle. Cela nous oblige à penser l'accueil non pas comme une simple logistique de planning, mais comme un moment fondateur pour la suite. Concrètement, cela signifie préparer un accueil personnalisé en prévoyant un espace adapté pour l'enfant, en organisant le temps de l'équipe pour que le ou la professionnelle dédiée à l'accueil soit disponible, au moins les premiers temps. Cela signifie aussi présenter l'ensemble de l'équipe aux parents pour élargir progressivement le cercle de confiance sans difficulté et sans stigmatiser une éventuelle référente nommée. Cela signifie encore observer l'enfant en présence de son parent réellement, sans se laisser parasiter par un questionnaire d'habitude à remplir en présence de la famille qui va constituer ici non pas un pont, mais vraiment une barrière. Les observations, faites-moi confiance, vont se construire dans l'échange et dans la relation, pas dans une projection à l'écrit. L'un des grands bénéfices de cette approche, c'est la transparence qu'elle installe aussi avec les familles. Quand les parents sont présents, ils voient, ils observent, ils découvrent comment leur enfant interagit, mais aussi comment l'équipe accompagne. Les peurs et les fantasmes liés à ce qui pourrait se passer derrière la porte disparaissent alors. La confiance grandit parce que le parent ne se projette plus, il constate par lui-même. Ce que voit le parent, il n'a plus besoin de l'imaginer. Ce qu'il comprend, il n'a plus à le craindre. Et ce climat de confiance devient alors la base d'une co-responsabilité partagée, d'une coéducation entre les familles et les professionnels. Dans une crèche qui applique cette démarche, on retrouve quand même quelques piliers essentiels, je dirais. Un accueil préparé et pensé à l'avance, une référence claire mais jamais exclusive à l'excès. Je vous invite d'ailleurs à écouter la bulle pédale sur la référence. Un recueil des habitudes avec, en tout cas après les premiers temps d'observation quand le parent est parti. Un rythme souple, sans planning absolument figé. Une non-séparation clairement annoncée dès le départ et assumée pour être maintenue malgré les tentatives possibles, par le parent notamment. Une durée suffisamment longue pour permettre une imprégnation réelle de l'enfant, du parent et des professionnels. Une présentation complète de l'équipe et la famille, je le disais tout à l'heure. Et enfin, une période pensée comme un socle de toute la suite des années à venir, pas comme une simple transition. Ces piliers vont vraiment permettre d'ancrer la confiance et d'offrir une continuité dans le lien enfant, parent, professionnel. Bien sûr, certaines pratiques peuvent sembler rassurantes, mais sont contre-productives. Par exemple, les allers-retours des parents pendant la familiarisation. Quand un parent reste, vous savez, puis s'éclipse en disant « Je reviens, j'ai juste un truc à aller récupérer dans ma poche » ou alors « Je reviens, je vais juste aux toilettes ». Le problème, c'est que quand l'enfant vit une première fois cette éclipse, on risque d'activer chez lui une forme d'attente et d'hypervigilance. Ce qui se passe en lui pour les temps d'après, c'est un petit cerveau qui se demande quand est-ce qu'il va disparaître, pour combien de temps, est-ce qu'il va revenir, est-ce que je peux vraiment explorer s'il peut partir à tout moment.
Je vous assure que cette incertitude va empêcher l'exploration sereine. À l'inverse, une présence continue, puis une séparation claire et unique à un moment, bien sûr préparée et verbalisée, sont bien plus sécurisantes. Je ne suis pas en train de dire qu'une séparation vécue après une familiarisation sans séparation sera une séparation sans pleurs, sans témoignage, en tout cas sans expression de frustration et de tristesse et de peur de l'enfant. Je dis simplement que les mots posés au moment de cette séparation seront assurément plus crédibles et plus légitimes. Bien souvent, on pense que, d'une certaine manière, on va apprendre à l'enfant à se séparer. Mais qui peut réellement apprendre à se séparer de la personne qu'elle aime le plus? Moi, en tant qu'adulte, j'y arrive toujours pas. Mais je vis la séparation d'une manière assez sereine, d'autant plus quand je me dirige vers des choses qui m'appellent, que je connais, qui m'accueillent, qui me soutiennent dans mes autres rôles. C'est un peu pareil pour l'enfant et je dirais que apprendre à la familiarisation, accompagner la familiarisation sans séparation, c'est comme éduquer d'une certaine manière à ce qui est évident, à ce qui est logique, cohérent dans toutes les formes de séparation. Partir pour la bonne raison. Après 20 ans de terrain, je peux témoigner que c'est l'une des pratiques les plus transformatrices que j'ai pu observer et transmettre et que je transmets encore. En définitive, familiariser sans séparation, c'est croire en la capacité de l'enfant à s'ouvrir quand il se sent en sécurité. C'est faire confiance aux parents comme partenaires essentiels et c'est accepter, en tant que professionnel, de se positionner avec humilité et conscience. C'est aussi et surtout un engagement collectif. Penser l'accueil non pas comme un protocole à appliquer, mais comme un lien à construire avec cette minutie et cette intention. Merci d'avoir écouté cet épisode des Petites Transmissions. J'espère qu'il vous aura donné des clés pour réfléchir, questionner vos pratiques et peut-être expérimenter cette approche dans vos équipes. N'hésitez pas à partager vos retours ou vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, prenez plaisir, continuez à prendre plaisir à accompagner les enfants dans un environnement où ils peuvent grandir en toute confiance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle bulle pédagogique. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.